La Commission des institutions reprend ses travaux. Je demande bien sûr à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. Nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 21, la loi sur la laïcité de l'État. Cet après-midi, nous allons entendre, entre autres, Maître Christiane Pelchat, Madame Fatima Ouda-Pépin, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association provinciale des enseignants et enseignantes du Québec. Avant de débuter, j'aurais besoin d'un consentement pour accueillir à notre table pour l'après-midi le député de René Lévesque. Est-ce qu'il y aurait un consentement? Avec plaisir. Bienvenue, Monsieur le député de René Lévesque. Donc, j'invite Maître Pelchat à débuter son exposé de 10 minutes et après, nous allons avoir un débat des échanges entre les membres de la Commission. Maître Pelchat, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Vous me permettrez rapidement de saluer quelqu'un de particulier ici, c'est le député de Vachon. Alors, puisque j'ai moi-même été député de Vachon, ben non, c'est pas tout méchant, au contraire, vous êtes chanceux d'avoir ce comté-là. Alors, je vous salue particulièrement et ça me fait plaisir d'être ici. Monsieur le Président, je voudrais saluer le ministre, bien sûr, mesdames, messieurs les députés, les gens du Québec solidaire que je connais pas beaucoup. Le PQ, ça, je vous connais pas mal. Mettons que j'ai siégé 9 ans que vous autres, là. Ouais, c'est ça. Mais vous n'avez pas changé. OK. Alors, c'est bon à savoir, mais une fois qu'on le sait, c'est pas pire. Alors, Monsieur le Président, je vais vous dire que je me représente moi-même, mais je ne représente pas personne d'autre que Christiane Pelchat. Je vous le dis parce que j'ai commencé un nouvel emploi il y a 2 semaines et puis j'ai dit malheureusement, vous voulez que je commence trop vite, alors vous me prenez avec mes engagements. Cela étant dit, j'arrive de la Barbade, alors j'ai pas eu beaucoup de temps pour le mémoire. Vous l'avez eu aujourd'hui, je m'excuse infiniment. Mais en tout cas, je pense que ça se tient. C'est fortement inspiré des 3 avis, je dirais, juridiques qu'on a fait lorsque je dirigeais le Conseil du statut de la femme de 2006 en 2011. J'avais rapidement remarqué que malheureusement, les droits des femmes à l'égalité étaient le droit le plus susceptible d'être violé par les accommodements raisonnables. Et là, vous vous souviendrez des accommodements du YMCA, de la police de Montréal, qui avait envoyé une directive disant que dans certains endroits de la ville, c'était mieux de ne pas envoyer de femmes parce que les gens des communautés religieuses préféraient ne pas avoir de femmes. La Société d'assurance automobile du Québec, cette Société d'assurance automobile qui avait accordé un accommodement qui disait que les femmes, c'était pas grave. Là, moi, je veux pas être servie par une femme. Donnez-moi un homme. C'est pas grave, monsieur. On vous tasse la madame et on vous donne le service par un homme. Donc, l'interprétation, il était évident que la liberté de religion avait tendance à bafouer le droit des femmes à l'égalité. Donc, notre premier avis juridique s'appelait c'est-à-dire le conflit de droit entre la liberté de religion et le droit des femmes à l'égalité. Le deuxième a été la laïcité, un pas de plus vers l'égalité en 2011. Mais on a fait un troisième avis aussi sociologique, une partie juridique intitulée « La polygamie au regard du droit des femmes » tel que défendu par les Mormons devant les tribunaux de la Colombie-Britannique. Alors, je tiens à dire que malgré certaines réserves, j'appuie le projet de loi 21 et j'estime qu'il est tout à fait conforme au droit canadien et au droit québécois, particulièrement depuis le jugement de la Cour suprême du Canada dans Brooker contre Markowitz, Trinity Western University, le mouvement laïque québécois contre la ville de Saguenay. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, la laïcité sera affirmée dans une loi et dans la charte. La laïcité telle qu'affirmée vient structurer tout notre droit et tous les jugements futurs devront s'y conformer. À partir de maintenant, le devoir de neutralité sera un élément du droit, le devoir de neutralité religieuse qui est maintenant un élément du droit individuel de la liberté de religion. Maintenant, ce sera un principe juridique autonome édicté par le législateur. Les droits fondamentaux, dont la liberté de conscience, la liberté de religion, sont aussi reconnus aux usagères et aux usagers des services publics. Le droit de ne pas être discriminé du seul fait d'être une femme. Le droit à la liberté de religion et liberté de conscience des enfants dans les écoles sera aussi respecté. L'affirmation de la laïcité dans la Charte québécoise répond au motif supérieur de la protection du droit des femmes à l'égalité, au travail et comme usagères des services publics.
la protection contre la ségrégation sexuelle, protection de la dignité humaine, des stéréotypes sexuels et sexistes et d'être traité inférieurement en vertu du droit de certains à la liberté de religion. Alors, c'est la raison d'être profonde du principe de laïcité, comme on le disait en 2011 dans notre avis. Permettre la liberté et l'égalité de chacune et chacun au sein de l'État. La liberté de croire et celle de ne pas croire. Le droit de jouir des mêmes droits et de bénéficier des mêmes avantages, indépendamment des caractéristiques personnelles, dont le sexe. Alors, soyons honnêtes, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de cette commission, ça fait pas plus que 50 ans que les femmes ont une personnalité juridique et à part entière. Et d'ailleurs, l'égalité n'est pas encore intégrée complètement dans les faits et nos habitudes, comme en témoignent les distorsions de revenus, l'absence des femmes dans les métiers payants, l'absence de parité chez les élus, la violence faite aux femmes, la banalisation de la marchandisation du corps des femmes. Ces faits sont le résultat de la résistance à reconnaître que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. La volonté de protéger le droit des femmes comme fonctionnaires et comme usagères par le principe de laïcité honore le gouvernement du Québec. Depuis les années 80, tous les premiers ministres et la première ministre du Québec ont affirmé que le Québec est une nation, une société distincte bâtie sur 3 valeurs collectives principales. La protection et la promotion du fait français, la laïcité de l'État et l'égalité entre les femmes et les hommes. Jeune députée, lorsque j'étais jeune et folle, dans cette Assemblée, je participais à la commission parlementaire de l'étude sur l'entente du lac Meach. Plusieurs d'entre vous êtes trop jeunes pour se rappeler de ça, mais je sais que Sébastien Proulx, lui, grande capacité de lecture, je suis sûre qu'il a tout lu les rapports. C'est durant cette période que j'ai pris la mesure de l'impérieuse nécessité pour que le Québec soit reconnu comme société distincte, voire comme nation, afin de survivre comme peuple de langue et de culture française dans ce Canada qui avait fait du multiculturalisme un droit protégé par la Constitution de 1982. Comme le rappelle le CSF en 2011, en 1971, le Canada devient le premier pays au monde à adopter une politique officielle du multiculturalisme. Il s'agit là de la réponse du premier ministre Trudeau au rapport de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme présenté en 1969, qui recommandait de renforcer le biculturalisme au Canada et l'importance capitale de la notion des 2 sociétés distinctes. En adoptant une politique multiculturaliste, le gouvernement faisait en sorte d'accorder la même valeur à toutes les cultures présentes au Canada et ainsi noyer le bijuridisme, ce qui allait bien sûr à contresens des recommandations de la Commission et souleva l'ire des Québécoises et des Québécois. La Cour suprême, dans l'arrêt Ford en 1988, invalidait l'interdiction d'affichage en anglais pour le commerce du Québec. Cependant, la Cour suprême reconnaissait que la protection de la langue française constituait un objectif urgent et nécessaire pour permettre l'utilisation des clauses dérogatoires pour limiter les droits individuels de la liberté d'expression. Cette décision du plus haut tribunal du pays a mené à l'adoption de la loi 178 qui renouvelait l'interdiction d'affichage autre que le français, cette fois en utilisant la clause dérogatoire. J'étais députée de Vachon, comme je disais à ce moment-là. J'ai failli démissionner, et c'est sérieux, ceux qui ont siégé avec moi le savent. J'ai failli démissionner en même temps que Richard French, que Herbert Marks, professeur Marks, que j'admirais et que j'admire toujours, et Clifford Lincoln. L'utilisation de la clause dérogatoire, ça a été quelque chose qui a été très, très difficile dans notre caucus. Au Québec, on l'a moins senti, mais plusieurs personnes disent que c'est l'utilisation de la clause dérogatoire qui nous a fait perdre. Et je vois M. Bachand, excusez-moi, M. le député de Richemont, vous étiez, je pense, député à ce moment-là, si je ne me trompe pas. C'est ce qui a fait échouer, semble-t-il, l'entente du lac Meach. J'ai donc failli quitter mon poste de députée. Je me souviens que c'est Thérèse Lavoie-Roux qui m'avait dit, la députée de... j'ai un petit blanc. Qui m'avait dit, Christiane, on a besoin des jeunes femmes comme toi au Parti libéral du Québec et je voudrais que tu restes.
Mais c'est un discours du premier ministre Robert Bourassa qui a su me convaincre, et d'autres collègues aussi, de voter en faveur de la loi en démontrant que seul le gouvernement du Québec avait la responsabilité et l'obligation, je dirais l'obligation constitutionnelle, de défendre la protection et la primauté du français, la culture francophone, comme bien commun de cette société distincte. La protection du français comme droit collectif était suffisamment urgente et nécessaire pour limiter un droit individuel. Le CSF a démontré qu'en droit canadien et en droit québécois, et aussi en droit international, la liberté de religion trouve sa limite dans le droit à l'égalité des sexes, dans le droit à l'égalité aussi, et qui est non seulement un droit protégé par nos deux chartes, mais une valeur collective au même titre que la protection et la promotion de la langue et de la culture francophone québécoise. C'est aussi cette même logique, dis-je, qui me permet d'appuyer le projet de loi 21 proposé par le gouvernement du premier ministre François Legault. Si la protection du français méritait l'utilisation de la clause dérogatoire, je crois que le droit des femmes à l'égalité mérite la même protection. Je vais vous demander de conclure, Maître Pelchat, parce que... Ça, c'est pas drôle. Ben, je le sais, mais c'est parce qu'on doit passer à la période d'échange, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai tout un autre chapitre sur... Vous pouvez continuer, le gouvernement vous laisse... Écoutez, je vais terminer rapidement. Ce qui est important de dire, c'est que nous avions démontré aussi que la neutralité religieuse de l'État, telle qu'elle était interprétée par la Cour suprême du Canada, comme étant un corollaire du droit à la liberté de religion, nous permettait aussi de penser que le droit à la liberté de religion pouvait être limité. Donc, l'obligation religieuse de l'État était aussi une limite à la liberté de religion. Ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c'est qu'on fait de la laïcité. On affirme la laïcité dans la Charte québécoise, donc dans la loi quasi-constitutionnelle, comme le Conseil l'avait recommandé en 2011. Et ce principe s'appuie sur 4 autres principes juridiques: la séparation du religieux et de l'État, l'égalité des citoyens et des citoyennes, le devoir de neutralité religieuse et, ce qui est intéressant du gouvernement, parce que j'avais jamais vu vraiment cette distinction-là, la liberté de conscience. On a vraiment séparé ça. Ce que ça fait, c'est que ça vient confirmer le dernier arrêt de la Cour suprême du Canada dans Trinity Western, qui a dit que la liberté de religion ne peut pas être utilisée pour porter atteinte au droit à l'égalité des homosexuels. Alors, Trinity Western qui dit, moi, dans mon université, vous devez, pour avoir votre diplôme, signer un engagement que jamais vous aurez de relations homosexuelles. Le barreau de l'Ontario a refusé de reconnaître le diplôme de ces universités en disant « Je ne peux pas faire ça comme barreau parce qu'on porte atteinte à l'égalité des homosexuels. » Alors, c'est impossible. Et la Cour suprême a donné raison au barreau de l'Ontario. Donc, le gouvernement, en fait, prend les enseignements de la Cour suprême du Canada et les enseignements du Conseil du statut de la femme, j'aimerais bien le croire, particulièrement les 3 avis que j'ai signés, en toute modestie, Monsieur le ministre, mais ce sont des avis qui ont été rédigés par notre juriste Caroline Beauchamp et aussi par les conseils judicieux du grand constitutionnaliste, professeur Henri Brun. Alors, je veux dire rapidement que l'interdiction des signes religieux chez certains agentes et certains agents de l'État ne peut être interprétée comme une atteinte à la liberté de religion. Interdire l'expression de sa croyance à certains endroits pour un certain temps n'est certainement pas une négation de la croyance elle-même, particulièrement quand cette interdiction découle de l'obligation de la neutralité religieuse de l'État, de la séparation du religieux de l'État et de l'égalité des femmes et des hommes. La Cour suprême a rappelé plusieurs fois que la liberté de religion n'est pas absolue et qu'elle trouve sa limite dans le droit des autres. J'ajouterai en terminant que l'interdiction des signes religieux pour le corps des enseignements ne va pas assez loin. En ce qui me concerne, on devrait inclure certainement les CPE et en plus les écoles les écoles privées subventionnées. Et je pense que c'est une restriction essentielle au respect de la laïcité qui se construit sur l'obligation de la neutralité religieuse de l'État et de ses représentants.
j'aimerais dire que cette proposition est très proche de l'avis de Mme Julie Méville-Deschênes, qui a présidé le Conseil. En fait, le projet de loi répond presque entièrement, sauf pour le CPE, à l'avis de Mme Méville-Deschênes. Alors, je termine, Monsieur le Président, je vous regarde, là, vous êtes loin, mais je vois vos yeux quand même. Ce qui est, je voudrais ajouter que, comme le CSF le mentionnait en 2011, le message religieux n'est pas que religieux. Le message religieux des signes religieux n'est pas que religieux. N'oublions pas que lorsque l'État accepte ces signes, il les avalise. La répétition et la prolifération des signes religieux au sein de l'État contribuent à renforcer le message religieux qui, en lui-même, peut être sexiste et porteur de discrimination envers les femmes. Mais ce qui est de la plus haute importance, c'est que le projet de loi 21 reconnaît les enfants comme sujets de droit. Les enfants qui fréquentent l'école publique ont aussi le droit fondamental à la liberté de conscience et de religion et au droit à être traités également, même s'ils sont des enfants. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci infiniment, Maître Pelchat. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pouvez-vous nous indiquer combien de temps nous avons? 12 minutes. 12 minutes, parfait. Oui. Étant lui du côté du gouvernement. Merci, Monsieur le député Jean Lesage. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. M. Pelchat, bonjour. Merci de participer aux travaux de la Commission en lien avec le projet de loi 21. Je tiens à vous remercier de venir parce que vous avez fait beaucoup de services publics dans votre vie. Vous avez été député de Vachon pour le Parti libéral en 85 et 94. Vous avez présidé le Conseil du statut de la femme 5 ans environ, si je me trompe pas. Vous avez été délégué général du Québec à Mexico également. Donc, vous avez représenté le Québec à la fois vos concitoyens, à la fois les femmes, au Conseil du statut de la femme, à la fois le Québec à l'international aussi. Et aujourd'hui, vous nous livrez une proposition que je dénote qui est en faveur du projet de loi et de l'importance du projet de loi. Souvent, on critique le projet de loi 21 parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'études qui démontrent la nécessité d'interdire le port de signes religieux, à la fois chez les personnes en situation d'autorité et chez toutes les personnes qu'on vise dans le cadre du projet de loi. Quand vous étiez au Conseil du statut de la femme, vous avez dit on a émis 3 avis. Quels étaient les éléments d'analyse et qu'est-ce que vos avis disaient en lien avec la laïcité de l'État et l'interdiction de port de signes religieux? Les 3 conclusions, excusez, Monsieur le ministre, les 3 avis, on en vient à la conclusion que à chaque fois, malheureusement, que la liberté de religion prend un peu trop d'espace, il y a une atteinte aux droits des femmes. Alors, je vais donner l'exemple tout à l'heure des accommodements raisonnables qu'on connaît. Et là, on ne parle pas des accommodements raisonnables dans les écoles à Montréal. Hein? Vous savez qu'on entend parler, c'est du oui-dire, hein? Mais il y a des gens qui disent qu'il y a des accommodements qui sont donnés sans que personne ne sache. Alors, une enseignante, par exemple, on va dire, j'aimerais mieux que mon petit garçon soit enseigné par un homme. Parce que dans ma religion, l'autorité est représentée par un homme. Oui, c'est malheureusement des choses qui nous avaient été rapportées au Conseil du statut de la femme. Et alors, ça, c'est le genre de choses qui nous ont fait tiquer. Donc, puis dans l'avis de 2007, l'avis de 2010 et l'avis de 2011, la polygamie, on a montré clairement, les Mormons voulaient absolument que ce droit leur soit reconnu au nom de leur liberté de religion. Alors, dans cet avis, on a démontré que c'était une atteinte au droit à l'égalité des femmes. On a aussi montré que c'était une atteinte aux droits des enfants, mais au nom de la liberté de religion, les femmes étaient flouées. Même chose dans notre avis de 2011, où on a démontré de toutes sortes de manières que quand la laïcité n'est pas édictée comme une norme juridique, les droits des femmes à l'égalité peuvent être floués. Et c'est ça le problème. Et je regrette de le dire, mais ça me fait tellement de chagrin d'avoir entendu le nouveau président, qui par ailleurs, je l'aime beaucoup, M. Tessier de la Commission des droits de la personne. Hier, j'avais encore l'impression que c'était la Commission des droits de la personne d'il y a 20 ans, presque peut-être même 25 ans, qui vient nous dire que le droit à la liberté de religion est plus important que le droit à l'égalité des femmes. C'est quelque chose. Alors, la liberté, et ça fait longtemps qu'on dit ça, là, la Commission des droits de la personne a tendance à hiérarchiser les droits. Droit numéro 1, liberté de religion.
Droit numéro 2, je ne sais pas trop. Droit des femmes à l'égalité, c'est loin de Chayton, ça, là. C'est pas mal loin. Alors, et c'est pas moi qui le dis. L'UNESCO et puis les interprètes de la Convention des droits de l'homme disent que, écoutez, les religions, c'est dans le creuset du patriarcat qu'elles sont nées. Alors, c'est certain que le principe premier, c'est la supériorité masculine. Je vous invite à lire la première partie de notre avis de 2007, où on explique comment les femmes québécoises ont obtenu le droit de vote, comment on a été obligé de se battre contre l'Église catholique pour obtenir le droit de vote. Puis on a d'ailleurs été la dernière société canadienne à donner le droit de vote aux femmes. Merci, Maître. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, je voudrais vous poser une question en lien avec le projet de loi 21. On a inclus les dispositions de dérogation prévues aux chartes. Oui. Est-ce que vous êtes en accord avec le fait qu'on utilise les dispositions de dérogation? J'ai bien de la misère avec ça. Mais je me rallie à votre argumentaire, puis j'ai parlé avec d'autres juristes qui aussi avaient un peu de difficulté avec ça. Moi, c'est pas parce que, écoutez, j'ai voté sa loi 178, puis je me suis pas évanouie. J'ai bien failli, mais j'étais bien mal à l'aise, parce que là, on parlait de la liberté d'expression, j'avais bien de la misère. Je me suis ralliée, comme je vous dis, parce que, pour moi, je vous le dis, comme je le pense, et il y a d'autres juristes qui pensent comme moi, la liberté de religion n'est pas absolue. La Cour suprême l'a encore répété en juin dernier. Là. Elle peut être limitée. Jamais la liberté de religion ne peut porter atteinte à un droit d'égalité. Jamais. C'est ça que dans Trinity Western, là, c'est ça que la... Mais attention, moi, je pense qu'on passe le test des tribunaux. Okay. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas nécessairement en faveur de l'utilisation en amont de l'utilisation de la clause dérogatoire. Mais ce que je dénote de votre propos, c'est que vous dites, avec la proposition que nous faisons, vous dites, écoutez, le gouvernement ne devrait pas utiliser la clause dérogatoire parce que même si c'était contesté, les tribunaux valideraient le fait que les dispositions sont constitutionnelles. D'après moi, oui. En vertu de Brooker contre Markovitz, on oublie souvent, là, mais MLQ contre Saguenay et Trinity Western, oui. Parfait. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions, Monsieur le Président. Je reviendrai par la suite. Merci beaucoup. Alors, je regarde vos collègues. Madame la députée de Bellechasse, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, d'être là, d'être parmi nous et de prendre le temps. Les exemples que vous nous avez donnés en tout début de votre présentation étaient, pour ma part, je les trouvais très éloquents et parlants. Et j'ai bien entendu que vous avez affirmé que c'était important c'était important que la laïcité soit enchâssée dans la charte. Et vous avez dit dans votre mémoire, à la page que je n'ai pas notée, mais je crois que c'est autour de la page 9, que l'affirmation de la laïcité dans la Charte québécoise, telle que suggérée dans la loi, se joint au principe de l'égalité homme-femme. J'ai bien entendu que vous avez dit que la liberté de religion portait atteinte aux droits des femmes, mais j'aimerais ça vous entendre davantage parce qu'il me semble quand même qu'on fait un parallèle qui est direct. Écoutez, j'ai pas le début de votre question, c'était quoi? En fait, c'est que vous avez, dans votre mémoire, vous dites que l'affirmation de la laïcité québécoise se joint au principe d'égalité des hommes et des femmes comme fondement de la justice. Oui. Alors, ce qui est arrivé, puis vous me donnez une occasion de le répéter, lorsque j'étais au Conseil du statut de la femme, le premier avis, on a demandé au gouvernement du Québec, M. Charest à l'époque, de modifier la charte pour inclure l'équivalent de l'article 28 de la Charte canadienne qui a été introduit par, en fait, suite à des pressions du mouvement féministe Canada anglais pour s'assurer que l'article 27, donc sur le multiculturalisme canadien, ne vienne pas empiéter sur le droit des femmes à l'égalité. Alors, avec le travail de Mme Christine Saint-Pierre, la ministre de la Condition féminine, nous avons modifié, c'est-à-dire l'Assemblée nationale a modifié la charte pour y inclure pour la première fois le mot « femme » dans la charte. Ça n'existait pas. Pour la première fois, on a introduit le mot « femme » dans la charte et il y a un préambule qui dit que l'égalité des femmes et des hommes est un fondement de justice et de paix. Et on ajoute, pour avoir l'équivalent de l'article 28, que
les droits des femmes et des hommes dans la charte, les droits de cette charte sont donnés également aux hommes et aux femmes. Donc, pourquoi? Pour prévenir les demandes d'accommodement raisonnable d'un monsieur qui ne veut pas être servi par une femme. Donc, les femmes qui travaillent dans la fonction publique ont les mêmes droits que les hommes. C'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles doivent s'éclipser pour un accommodement dit religieux qui est, à mon avis, un accommodement déraisonnable. Merci. Ainsi, on soutient que laïcité et égalité des femmes et des hommes vont de pair. Absolument. Ça va de soi. Je dirais laïcité et démocratie va de soi. C'est pour ça que je suggérais au ministre d'intervertir sa modification à 9.1, de mettre laïcité avant la démocratie. Mais bon, parce que la laïcité, ça soutient la démocratie. C'est la laïcité, le socle de la démocratie, quant à moi. Merci beaucoup. De les plaines, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Maître Pelchat, pour votre présentation, pour votre mémoire. Vous avez parlé d'affichage, et c'est un mot qui est revenu dans les dernières présentations. Alors, vous allez me permettre cette question-ci. Croyez-vous qu'un signe religieux est aussi fort que de l'affichage? Et je parle notamment dans les écoles, auprès des enfants. Je suis obligée de faire une distinction parce que l'affichage référait à la loi 178 qui avait... mais je ne pense pas qu'il y a de parallèle à faire entre l'affichage, parce que la Cour suprême a dit que le droit d'afficher dans sa langue relevait du droit à la liberté d'expression. Tandis qu'ici, la demande de porter des signes religieux par les fonctionnaires de l'État relève plutôt du droit à la liberté de religion. Alors, c'est pas la même source juridique, c'est important de faire la distinction. Ce qu'on a dit, le CSF, c'est que les signes religieux, c'est pas vrai que ça n'a pas de signification. Les signes religieux, et si vous me permettez, il y a un petit extrait rapidement de la Cour des droits européenne de l'homme qui a interdit à une enseignante suisse de porter le foulard islamique durant ses heures de travail en disant que en effet, la requérante a enseigné dans une classe d'enfants de 4 à 8 ans et donc d'élèves se trouvant dans un âge où ils se posent beaucoup de questions tout en étant plus facilement influençables. Comment, dès lors, pourrait-on, dans les circonstances, dénier de prime abord tout effet de prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu'il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec le principe de l'égalité des sexes. Aussi semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. Donc, et je suis plutôt d'avis, puis on pourrait relire la décision du tribunal fédéral sur qui cite un expert dans les signes qui parle des signes religieux, ce que ça veut dire et que c'est pas vrai de dire qu'un signe religieux, parce que pourquoi on le porterait si ça ne veut rien dire, hein? Alors ce serait comme inutile. Merci, maître. À Madame la députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être ici. On est ici pendant 1 heure, toutes les deux, pour qu'on règle la question des femmes. Vous avez le temps de jaser. Alors, moi aussi, je vais trouver que le temps est trop court. Alors, comme ex-ministre récente de la condition féminine, je suis étonnée d'ailleurs que le Conseil du statut de la femme ne soit pas ici. Ça aurait été le fun qu'il y ait un avis de l'actuel, donc un avis beaucoup plus récent. Ça aurait fait la continuité, disons, des choses, mais on vous a, et c'est quand même intéressant, puis vous êtes donné la peine d'écrire et tout ça. Alors, parlons d'un certain nombre de choses qui sont quand même des affirmations que je qualifierais d'assez costaudes. On va commencer par la page 6, quand vous dites si la protection du français méritait l'utilisation de la clause dérogatoire. Je crois que le droit des femmes à l'égalité... Pardon, Madame la députée, je vous entends pas. OK. Ah. Si la protection du français méritait l'utilisation de la clause dérogatoire, je crois que le droit des femmes à l'égalité mérite la même protection. Vous parlez beaucoup de l'égalité homme-femme, et j'en suis évidemment. On s'entend là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas les mêmes chemins pour y arriver ou les mêmes visions de la chose. Et je suis pas toute seule, heureusement. Vous connaissez certainement, quand vous étiez au Conseil du statut de la femme, la Fédération des femmes du Québec, qui est quand même pas exactement...
statut de la femme, qu'est-ce que vous dites? Le Conseil de statut de la femme, le dernier avis qui a été publié. Non, mais quand vous étiez là, vous connaissiez déjà la FFQ, c'est ça? Ah, je veux OK. dire. C'est parce que je vous entends pas bien, Mme David. Mais Madame non, Là, c'est beau, ça va? tout est au Alors, maximum. Les voix de femmes ne portent pas assez dans notre société, voilà. Quand vous connaissez donc la FFQ et la Fédération des femmes du Québec s'est quand même prononcée contre le projet de loi 21. Carrément, ils ont fait une réunion complète, très complexe aussi, avec toutes leurs instances, et ils sont arrivés avec ce qui résume bien « Mon corps, mon choix ». Et donc, ils ont, le 28 octobre, je pense, 2018, dit « Nous sommes pour la liberté de choix et contre l'interdiction de signes religieux ». Pour moi, la FFQ, là, c'est quand même une organisation très importante. Puis vous avez dit que vous les connaissiez pas beaucoup, mais il y a quand même un parti à côté de nous ici, Québec solidaire, dont la base même, c'est le féminisme, qui était un de leurs articles 1, si on peut dire, et qui sont aussi contre le projet de loi 21. Et puis, il y a plein de femmes qui n'ont pas nécessairement la même définition de ce qu'est l'égalité homme-femme. Alors, on sait, l'égalité, on veut tous l'égalité, c'est clair. Puis même, on dépasse dans plusieurs cas, les hommes, à certains égards. Mais l'égalité homme-femme, là, pourquoi porter un hijab fait en sorte que intrinsèquement, la femme n'est pas dans une égalité avec les hommes? Pourquoi ce postulat, cette règle de catéchisme, pourrait-on dire, universelle, on est dans la religion, cette règle universelle que hijab, pour ne pas le nommer, parce qu'on va parler des enseignants, égale inégalité homme-femme. Pour tout le monde, toutes les femmes qui le portent. En fait, je voudrais dire que pour moi, tous les signes religieux portés par les fonctionnaires sont, quant à moi, portent atteinte au devoir de neutralité religieuse de l'État. Ça, c'est la première chose. Et au devoir du respect du droit à l'égalité de tous les fonctionnaires. Donc, parce que la Cour suprême du Canada a défini la liberté de religion, elle dit, il y a deux facettes à la liberté de religion. Il y a la liberté de croire, mais il y a la liberté de conscience, qui est la liberté de ne pas croire. Et c'est ça qui a été reconnu dans MLQ contre Saguenay. Alors, premièrement, l'obligation du gouvernement, avant même de spécifier des signes religieux, c'est de s'assurer que l'État est laïque et que ses représentantes et représentants de l'État n'arborent pas aucun signe religieux. D'accord? Alors, c'est pas vous parlez du hijab plus spécifiquement. Moi, je parle de tous les signes religieux qui soient portés par des femmes ou des hommes. C'est une atteinte au droit, au devoir de neutralité religieuse de l'État, à la séparation du religieux et l'État, et bien sûr au droit à l'égalité en général. Merci. Madame la députée, s'il vous plaît. Oui, mais encore une fois, en tout respect, j'ai pas une réponse vraiment complète à ma question parce que on s'en va vers les hommes portent aussi des signes religieux, la croix catholique par exemple, invisible qui serait interdite, on tombera pas dans l'applicabilité qui va donner quelques mots de tête au ministre, mais on essaiera de soigner ça avec lui. Mais le fait que vous répondiez sur la question de la neutralité, ça ne répond pas à ma question sur l'égalité. C'est le droit à l'égalité, Madame la députée, excusez-moi, je vous vois encore ministre, alors. C'est gentil, mais non, écoutez, je viens de vous lire la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pourrais vous lire la décision de la HAL, de la Haute Autorité des libertés des droits de la France. Je pourrais vous lire la même chose de la Belgique. Je pourrais vous lire tous ces jugements des tribunaux internationaux. Il ne faut pas oublier que la Charte québécoise et la Charte canadienne a été fortement inspirée par la Convention des droits de l'homme et le PDCP. Donc, c'est pas mal, c'est sensiblement pareil. Je viens de vous lire le jugement qui dit que il semble difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. Alors, la Cour nous dit que le tribunal fédéral a analysé
qu'est-ce que ça veut dire le hijab, et ils ont conclu que c'était une atteinte à l'égalité des sexes, que les femmes paraissent moins dignes, et c'est le mot utilisé par le tribunal. La HALD utilise le même propos, qu'elles doivent se cacher les cheveux en vertu d'un code d'une religion monothéiste qui, à la base, est patriarcale et infériorise les femmes. Alors, voilà, moi, c'est le droit, et c'est comme ça qu'il est interprété. Je fais juste vous lire des jugements de la Cour européenne de justice, et je pourrais vous lire aussi le jugement de Brooker contre Markovitz. Maître Pelchat, vous entendez aussi les fameuses cloches. Alors, donc, il y a un appel au vote. Alors, je dois suspendre les travaux pour que les membres puissent aller voter. Alors, on suspend les travaux. Merci beaucoup. Alors, la commission va reprendre ses travaux. Alors, je cède la parole à la députée de Marguerite Bourgeois. Madame la députée, s'il vous plaît. Oui, Madame Pelchat, on poursuit donc nos réflexions et je vais passer à un sujet connexe, disons ça comme ça, de l'égalité homme-femme. Il y a des phrases qui m'ont un peu surprise, page 9, 10, 11. Disons, je prends celle de la page 10. Les personnes chargées de prodiguer l'enseignement et les services doivent le faire sans signe religieux et sans prosélytisme. Après ça, un peu plus loin, le message religieux n'est pas que religieux. Là, ça va vraiment passablement plus loin. La religion véhicule des valeurs qui parfois peuvent être synonymes de violence, d'inquisition, de patriarcat. Et puis après ça, que l'État n'est pas guidé par des lois démocratiques, mais par des lois religieuses dictées par le Tout-Puissant, que les femmes sont moins dignes que les hommes. Alors, je fais une espèce d'équation intellectuelle, là, puis vous me direz si j'ai tort. Pardon? J'ai pas compris la dernière phrase que je fais une sorte d'équation intellectuelle. Équation intellectuelle sur la question du port de signes religieux lié à le mot est écrit là, prosélytisme, ça peut être lié à la religion véhicule des valeurs qui peuvent être synonymes de violence, inquisition, patriarcat, que les lois religieuses dictées par le Tout-Puissant. On est dans je voudrais vous entendre là-dessus, là, que, encore une fois, le port de signes religieux dans une classe pourrait véhiculer tout cela. Et je voudrais vraiment vous entendre là-dessus. Ce qui est écrit, ce que vous avez lu, ce sont des extraits de notre avis de 2011 et certains peut-être de l'avis de 2010. Donc, oui. Et le Conseil a toujours, Madame la députée, a toujours pris position depuis 1995 à l'effet que le voile est un signe d'infériorisation des femmes. Premier avis de 1995 qui dit que le voile est un signe d'infériorisation. Donc, ça, c'est pas sous mon mandat que ça a été dit. Et c'est inspiré de travaux internationaux aussi. Et la conclusion, c'est que, je reviens encore une fois, tous les signes religieux ont un potentiel de porter atteinte à, d'abord, la laïcité de l'État, la neutralité et l'égalité. Ça, c'est important de bien comprendre ça, parce que ce sont des concepts juridiques qui vont ensemble. Le projet de loi le montre bien. Alors, là, vous parlez plutôt du voile. Moi, je pourrais vous parler de d'autres signes religieux qui sont aussi véhicules d'inégalité. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça me permet de revenir sur le jugement de la Cour fédérale canadienne qui, sur le port du kirpan, avait fait témoigner un expert qui disait que non, un signe religieux, c'est un signe qui veut... C'est d'abord du prosélytisme. Donc, ça dit « je suis croyante ou croyant de cette religion ». Et voici, je veux le montrer et je veux en faire la promotion. D'abord, c'est du prosélytisme. Le hijab, Madame la ministre, Madame la députée, je vous invite à lire l'excellent livre de Yolande Jeddah, qui est une sociologue reconnue, une grande sociologue québécoise, qui explique en quoi le voile est un outil d'avilissement des femmes.
Alors, ce que vous avez Maître lu, Pelchat, ce je dois sont... laisser la parole à Mme la députée parce qu'il reste très, très peu de temps. Mme la députée, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui, je me sens vraiment dans l'obligation de reprendre la phrase que vous citez, mais que vous faites vôtre, puisque vous la citez. Un signe religieux, c'est du prosélytisme. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous êtes probablement depuis le début des consultations, en tout cas, c'est la première fois que je l'entends aussi clairement. Ça me fait plaisir d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, mais ça a le mérite de pouvoir dire à quel point je suis en désaccord avec vous, en tout respect. Parce que, Absolument, comme je vous dis, l'égalité homme-femme, il peut y avoir plusieurs définitions, mais que, donc, et prosélytisme, vous n'avez pas dit le mot comme tel, mais vous dites qui porte un signe religieux veut donc convertir à la méthode missionnaire ou quelque chose comme ça, donc endoctrinement. Et c'est sûr, là, que si il y a des femmes portant le hijab qui sont enseignantes, et j'en ai rencontré beaucoup qui ont témoigné en privé, en public. Les monologues du voile, je vous encourage à lire ce livre-là parce qu'il y a le port du voile et peut être fait pour plusieurs raisons et plusieurs sont venus le dire. Et donc, ces femmes-là vont dire jamais, je n'ai fait quelque prosélytisme que ce soit. Mais Madame la députée, désolé, Maître Pelchat, désolé, parce que le temps file. Maître, c'est au tour du député de Jean Lesage, s'il vous plaît, de prendre la parole. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître Pelchat. Bon, vous êtes très critique des religions. C'est tout à fait correct. On peut faire le procès des religions dans une société démocratique, avoir ces débats-là. Je pense pas que c'est le rôle des législateurs dans un État laïque de faire ça, mais c'est tout à fait légitime d'avoir cette réflexion-là et vous pouvez avoir cette opinion-là. Maintenant, moi, ce que je me demande, parce que vous parlez beaucoup pour justifier un peu votre démarche, votre position, vous parlez d'accommodement déraisonnable et tout ça, puis d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et l'inégalité entre les hommes et les femmes, là, c'est un problème. C'est un problème. Il n'y a personne qui veut ça, en tout cas pas ici, là. Et il y a des lois pour ça. Et c'est pas accompli au Québec, surtout en termes économiques, là. Puis dans plein d'autres termes, c'est pas accompli sous représentation sur les CA, etc., etc. Toutefois, là, sur la question du port du voile, en ce moment, il y a des femmes qui peuvent porter le voile. Et puis là, au fond, après le PL21, il y a des femmes qui ne pourront plus le porter ou qui auront pu enseigner en le portant. Alors là, ma question, c'est comment est-ce que ça fait vraiment avancer les femmes? Et je précise ma question, là. Qu'est-ce que ça donne de plus aux femmes qu'elles n'ont déjà que d'interdire les signes religieux aux enseignantes, par exemple, puis aux policières, puis aux juges? Qu'est-ce que ça donne aux femmes qu'elles n'ont? Qu'elles n'ont pas déjà. Qu'est-ce que ça donne aux femmes qu'elles n'ont pas déjà, cette loi-là en particulier, PL21? Qu'est-ce que ça apporte à qui? Aux femmes, non. Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte aux femmes? Mais d'abord, cette loi, puis c'est ça qu'il faut comprendre, puis malheureusement, ça semble difficile à comprendre. Cette loi, elle est d'abord et avant tout pour affirmer la laïcité et le devoir de neutralité religieuse de l'État, comme l'a précisé MLQ contre Saguenay qui dit « Au Québec, comme au Canada, il n'y a pas de normes juridiques sur la laïcité et sur l'obligation de neutralité religieuse de l'État. » C'est ça, le premier objectif de cette loi, c'est de répondre au jugement de la Cour suprême qui dit qu'il y a un vide législatif. Et, Monsieur le député, avec tout le respect que je vous dois, pour combler un vide législatif, il y a juste le législateur. Il n'y a pas d'autre. Le vide législatif, puis moi, là, je vais vous dire une chose, je suis tellement fière que ce soit les élus, les femmes et les hommes de l'Assemblée nationale qui votent sur cette loi-là, et que ce ne soit pas les tribunaux qui interprètent notre droit, parce que c'est malheureusement la Cour par les juges. Alors, mais c'est parce que c'est le premier point, c'est ça que fait la Merci, loi. Maître Pelchat. Alors, qu'est-ce que ça donne aux Maître femmes? Pelchat, désolé, je dois aller au député de René Lévesque, s'il vous plaît. Et oui, ça passe vite. J'ai pas eu 2 minutes 58. Oui. Tout est calculé. Monsieur le député de René Lévesque, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, Mme Pelchat, de vous adresser la parole. Vous prenez effectivement position dans votre mémoire sur le PL21, mais vous y allez aussi de d'autres recommandations. Et dernièrement, le chef de ma formation politique, le député de Matane, a déposé une motion à l'Assemblée nationale sur le cours d'éducation et de culture religieuse.
nous cherchions à démontrer au gouvernement que ce cours était désuet et qu'il devait disparaître. Et je vois dans votre mémoire, Mme Pelchat, que vous avez une recommandation pour, effectivement, retirer le volet religieux du cours d'éthique pour inclure un volet sur l'égalité des femmes et des hommes, sur l'égalité citoyenne, ainsi qu'un cours de philosophie tel que proposé par Philogène. Il reste 1 minute. J'aimerais vous entendre sur ça. En fait, on l'a déjà dit dans notre avis de 2007, dans l'avis de 2011, le cours d'éthique et de culture religieuse porte atteinte au droit à la liberté de religion des enfants, au droit à la liberté de conscience des enfants et au droit à la liberté de religion des autres fonctionnaires. Et ce cours-là, Monsieur le ministre, je plaide, parce que j'ai déjà plaidé auprès du ministre de l'Éducation de l'époque, pour éliminer ce cours, le volet religieux de ce cours, et ça n'a pas été fait. Et en plus, il faut voir comment on représente les femmes dans ces cours d'éthique et culture religieuse. Moi, je travaille dans les pays musulmans, Madame David, depuis 1998, Madame la députée. Et si mes collègues et amies musulmanes voyaient comment elles sont dépeintes dans ces cours d'éthique et culture religieuse du Québec, il y aurait une révolution. Je peux vous dire ça. Mes amies sénégalaises, mes amies de Niamey, du Burkina, de la Côte d'Ivoire qui portent tout le voile, toutes, seraient insultées. Et de voir des petites filles disant le mariage religieux, voyons donc, c'est une insulte à l'intelligence, mais en plus, c'est une atteinte au droit à l'égalité des enfants. Et ça, j'espère que quelqu'un qui va le dire un jour. Par un cours qui aborde l'égalité des hommes et des femmes, mais de quelle façon? Pas sur un angle religieux, mais sur un angle des droits civils? Sur un angle citoyen. On dit que l'égalité entre les femmes et les hommes est une des résultantes de la démocratie. Alors, on explique qu'est-ce que ça veut dire et comment les filles et les garçons ont les mêmes droits. Et comment les filles et les garçons devraient pouvoir accéder aux mêmes emplois que les garçons. En ce moment, au Québec, ben c'est pas le cas. Hein? Les filles gagnent encore 75% du salaire des hommes. Alors, ce serait une bonne façon là, on aurait une tâche utile. Et puis, en plus, je fais appel aussi à Philogène, qui est une organisation reconnue par l'UNESCO, qui fait de la philosophie pour les enfants. J'ai eu l'occasion de les rencontrer parce qu'ils étaient à la commission scolaire Marie-Victorin, la commission scolaire du comté de Vachon, entre autres, et ils font un travail extraordinaire. Ce serait beaucoup plus utile que d'enseigner toutes les religions et en fait, de souvent mal enseigner parce que ça représente même pas les religions. C'est assez... et puis comme si, dans les religions, il y a seulement des croyantes et des croyants. Bien, je regrette. Il y a seulement des personnes qui affichent leur signe religieux en plus. Merci, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons. Maître Pelchat, merci beaucoup pour votre contribution aux travaux de celle-ci. Je vais suspendre les travaux quelques instants afin de permettre à Mme Ouda Pépin de prendre place, s'il vous plaît. Merci.